voir ce qu'on veut voir. Donc la volonté encore là, qui intervient. Bien. Bien. Bonsoir. Ouais, voilà, c'est ça. J'essaie de voir, sans jeu de mots. Alors, Monsieur de Vauchel, quand votre équipe me propose de faire des présentations, je rejoins un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure par nos collègues de l'UTC. C'est toujours quelque chose qu'on accueille avec merci. Et puis, quand on se met à préparer la présentation, on se dit, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? On va voir ce qu'on veut voir. Il nous faut en plus des titres. J'ai l'habitude de dire étude du liquide cérébrospinal, et ça, je sais bien faire. Donc là, c'est une première. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que je suis dans mes petits souliers, comme quand j'étais jeune, et c'est très bien parce qu'on a parlé du temps aussi, on a parlé des lignes, de l'évolution, et c'est quelque chose qui fait du bien parfois de se remettre aussi en danger, parce que finalement, maintenant, quand on a un peu d'expérience, on perd l'habitude d'avoir peur. Parfois, la peur, elle peut être aussi... Alors, je ne sais pas si elle sera bonne aujourd'hui, je suis tremblotant devant vous, mais qu'importe. Alors, l'image, tout à l'heure, on l'a évoqué, imaginaire, image. Alors, j'ai pris simplement cette image-là, qui personnellement m'est très chère, pour différentes raisons, et je ne vais pas vous raconter ma vie, je n'ai pas le temps. C'est bien dommage, enfin, je ne sais pas si c'est dommage. Mais je vous invite à revenir sur cette fresque, sur ce tableau, où l'image de ce monsieur Gauguin, finalement, a exprimé plein de choses, et le temps, finalement, transparaît dans son image. Alors après, il y a l'imaginaire. Alors bien sûr, comme mes collègues, j'ai certainement regardé à quoi ça sert, tout ça. Parce que nous, on a l'habitude d'être logique scientifique, c'est ce qu'on nous apprend. Tu fais A, tu vas vers B, parfois on te met un I entre les deux, mais c'est très rare, et puis j'aimais pas trop les mathématiques. Et puis après, on peut faire un peu tout n'importe quoi, et c'est parfois, je pense, c'est dans le n'importe quoi qu'on peut évoluer. Alors, le temps, on nous a parlé du temps, hein. L'homme aujourd'hui, eh bien, si on le regarde, c'est quand même des millions d'années. Et puis en parallèle, on vient de voir l'évolution, on parle d'intelligence artificielle, c'est tout récent tout ça, l'intelligence artificielle, l'ordinateur. Et là, dans l'échelle de temps, ça s'exprime en années. On parle de millions d'années pour arriver à être homme, et là, tout se bouscule de manière exponentielle en quelques années. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner à la fin, je ne sais pas si le robot va conquérir l'homme, ou si l'homme restera le maître de sa machine, qu'importe. On nous a dit aussi, il y a deux mots, hein, le président dit, le passé, le futur, mais vivons le présent. Donc, simple homme, je vais simplement essayer de rapidement vous balayer quelques imageries qui vont nous aider. Alors, on va faire un petit saut dans le passé, j'y tiens parce que, voilà, la physique, la chimie, c'est très fort. Et quand Marie Curie a imaginé que son invention pouvait servir, elle était dans une période de grande guerre, et je pense qu'une autre de ses inventions a certainement été ce type d'imagerie ambulante qui a permis de voir et d'aider. Et finalement, il y a eu ces grandes révolutions de la chirurgie maxillofaciale à cette époque, mais je pense qu'il y a aussi eu l'évolution de cette imagerie scanographique. L'ordinateur, eh bien oui, bien sûr, parce que c'est bien beau d'inventer un rayon qui traverse le truc, mais en même temps, vous voyez, c'est contemporain, 1969, les trois petits points, c'est moi. Je suis né en 1969. Ça veut dire qu'on est contemporain de toute cette évolution, de la naissance du microprocesseur qui va permettre de nous faire les premières images. Alors c'est révolutionnaire, hein. Vous voyez la belle image, c'est extraordinaire.
en 5 minutes pour avoir une image avec des gros carrés comme ça. Aujourd'hui, ben, c'est un outil standard dans tous les hôpitaux qui est utilisé facilement tous les jours. Ça devient même trivial d'avoir ces images-là. Puis il y a eu une autre révolution. Une autre révolution, c'est bien évidemment l'histoire du champ magnétique. Et puis cette première image. Alors on a parlé tout à l'heure de champ magnétique, c'est rigolo. On a parlé de champ magnétique, et puis j'ai entendu dire, oui, moi quand j'ai commencé, j'avais un tout petit champ magnétique, mais je m'en contentais, et puis maintenant ça évolue. Oui, 0,05 Tesla. C'est rien du tout. Mais n'empêche, je pense, le plaisir de ces personnes-là qui ont réussi à faire une image complètement non invasive, pour la première fois, 1977. C'est pas 3000 ans, hein, c'est hier. Et puis ça évolue très très vite. En quelques années, 77, 83, on passe de quelques pixels, on a monté en champ, 0,05, 0,35. 1983, première image de l'intérieur du crâne. Ils étaient tellement contents qu'ils ont mis un peu de couleur. Je les soupçonne même de l'avoir colorié à la main, l'image. À cette époque-là, enfin, ça sert à rien. Donc aujourd'hui, on a des belles machines. On a la chance en plus, ici, avec l'Institut, de bénéficier voilà, du top. Alors le top qui vieillit très très vite, parce que déjà, on est en train de discuter de remettre le top au top. C'est une course perpétuelle vers le top. Oui, donc on fait tout. On fait de la morphologie dans tous les sens, mais ça ne suffit pas. Les gens ne s'en contentent pas, en fait. Ils ne sont jamais contents. Alors, principalement dédié au cerveau, c'est ça qu'on veut regarder, mais il n'y a pas que le cerveau, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas le parent pauvre, mais je reviens de l'ISMRM qui est là, enfin je reviens visio, je ne sais pas comment on dit, par visio de l'ISMRM, où c'est les dernières inventions, et c'est une toute petite place, la maxillofaciale, une toute petite place, j'ai sorti quelques petites choses, mais c'est vraiment pas grand-chose. Donc ici en local, bien que ce soit une petite chose, on arrive à se rencontrer, les maxillofaciales, les chirurgiens qui viennent passer une année avec nous pour essayer de regarder ce que les autres ne regardent pas finalement, ça ne leur intéresse pas. Et là, il y a quelques sculptures là, en ligne devant moi, et c'est rigolo de voir ces lignes, et puis de voir le travail qui a été fait avec Jérémy, avec Agnès, sur... Ben, oui, on va essayer nous de faire nos propres lignes. Alors c'est le bazar, parce que l'anatomie c'est vraiment le bazar, c'est jamais 2 fois la même chose. Mais néanmoins, on peut essayer, par ces petites lignes, d'essayer d'approcher ce qu'est l'anatomie. Et puis on a envie d'aller un petit peu plus loin. Alors, oui, on a le cerveau, on a les muscles, on a les actionneurs, et on a le tenseur, mais entre les deux, il faut bien des fils, il faut bien des petites choses qui communiquent. La communication, c'est vachement important quand même dans le corps, sinon ça ne marche pas bien. Donc les petits fils, ça c'est compliqué, c'est des problématiques qu'on se pose. Est-ce qu'on peut aller voir ça? Là, vous voyez, j'ai sorti là, de tout chaud, de l'ISMRM il y a quelques semaines. Et bien voilà, on va réussir à voir maintenant la fibre. Alors, c'est pas forcément celle qui vous intéresse, celle-ci, mais qu'importe. Là, ici, on arrive à rentrer à l'intérieur de la fibre et de voir comment l'eau circule à l'intérieur de la fibre. C'est cette fameuse notion de diffusion qui va nous donner une information sur, finalement, la viabilité de cette fibre. Le petit clin d'œil, là, avec cette petite IRM, c'est pas une petite IRM, c'est une petite antenne, parce que dans l'IRM, il n'y a pas que le champ magnétique, on en fait tout un plat du champ magnétique, il y a aussi l'écouteur de ce champ magnétique. Plus le champ magnétique est grand, plus ça fait de bruit et mieux on entend. Mais à 0,0 et quelques Tesla, vous avez vu tout à l'heure, ça fait quand même un petit peu de bruit. Et donc on peut aussi développer le champ magnétique, mais je pense, et c'est ce que font des équipes, développent l'écouteur, le stéthoscope de l'imagerie. Et là on voit des choses, alors moi je ne suis pas spécialiste, peut-être que c'est pas si extraordinaire que ça semblait l'être pour ceux qui l'ont montré, mais de montrer comme ça qu'on arrive à voir une petite tumeur et puis un petit vaisseau là autour de l'œil, ça paraît intéressant.
Donc la face, on a vu la face qui bouge, le muscle, la simulation, c'est extraordinaire. Et néanmoins, on a envie d'aller plus loin. J'ai senti une forte demande. Oui, quand est-ce qu'on va avoir de l'imagerie un peu plus sympa, qui voit mieux, plus finement, en dynamique en plus. Ça arrive, ça y est, c'est là. Enfin, j'ai l'impression d'avoir, ici, ils ont couplé simplement 3 techniques d'imagerie, un peu comme la trithérapie contre le sida. Ils ont mélangé tout ça. Et là, ils arrivent à dessiner le nerf facial. Ben, je pense que c'est quand même intéressant. Donc, je vous ai parlé des antennes, la façon d'écouter. Et bien évidemment, quand on veut écouter la dent et qu'on n'a qu'un casque sur la tête, c'est moins pratique. Rapprochons-nous de cette gencive. Alors bien évidemment, aujourd'hui, hein, ce n'est encore que sur une dent de cochon. Mais qu'importe, c'est pas grave, on va travailler. C'est un modèle, c'est pas un modèle numérique, c'est un modèle animal. Mais voilà, ça y est, ça avance, ça avance. Et vous voyez, aujourd'hui, en 2021, eh bien, on y arrive à cette petite antenne qui va être dédiée et qui va s'intéresser principalement à ce que le CT voit, finalement, l'image très connue qui est faite dans tous les hôpitaux. Eh bien, à gauche, c'est pas encore aussi résolu, mais quand même, je pense, enfin, je ne suis pas un spécialiste de ces imageries, mais j'ai l'impression que ça apporte quand même quelque chose, là. Alors, en tout cas, c'est work in progress, comme on dit dans le milieu. Normalement, alors ça, j'en veux un petit peu à Stéphanie, normalement, c'est le scientifique qui, pour une fois, peut venir expliquer les dernières trouvailles, surtout dans son domaine. Vous imaginez bien, le chirurgien peut dire un peu comment ça marche, laisse ton historique, viens voir. Et bien là, c'est un peu le contraire. Là. Moi, on me dit, tu veux t'intéresser au magnétosome et tout? Je ne veux pas avoir l'air bête, c'est le magnétosome, oui, pourquoi pas, mais je ne sais même pas ce que c'est le magnétosome. Je ne sais pas si beaucoup de personnes dans la salle connaissent ce que c'est qu'un magnétosome. Ben c'est sympa, vous me rassurez, si j'avais le temps, je ferai un sondage, simplement pour me rassurer. Donc après, je vais gratter, je vais voir un petit peu, alors ça parle de nanoparticules, ça parle, vous connaissez les histoires de produits de contraste, on injecte quelque chose et puis on va le suivre. Les gens de médecine nucléaire aiment bien faire ça. Et ben voilà, je pense qu'on a ça. J'ai pris un exemple qui n'a strictement rien à voir avec nos travaux, mais c'est pas très grave. Regardons ce que font le voisin, ce que fait le voisin et faisons mieux. Alors, je voulais couper le son, je n'avais pas besoin du son, je voulais vous faire le commentaire tout seul, mais je vais essayer de baisser le son. Il n'y arrive pas, donc qu'importe. Bon, mais je vous laisse le commentaire, je voulais faire le mien, le commentaire, mais tout à l'heure il n'y avait pas de son, là il y a du son. Comment on peut faire pour... Super, merci. Oh. Heureusement que je n'étais pas un informaticien. Donc vous voyez, oui, voilà, on a parlé du CEA, il y a un projet extraordinaire, on a parlé du champ magnétique. Eh bien en France, il y a Neurospin qui existe depuis des années et qui a pour objectif, vous voyez, d'aller voir, de multiplier le champ magnétique pour rentrer à l'intérieur encore plus du signal, de voir des choses plus petites. On parle même d'imagerie moléculaire dans cette approche. Alors c'est une machine gigantesque qui coûte des millions, ça fait des années qu'ils travaillent dessus. Ça c'est la petite vidéo que vous trouverez sur internet. Et qui va, je ne sais plus combien, ça fait 300 tonnes, ça fait... Enfin, c'est énorme comme machine. C'est pas encore tout de suite ici. Et je pense qu'on ne l'aura pas à l'Institut d'ici quelques années. Alors on peut développer toujours plus pour fabriquer plus de signal. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bien de fabriquer plein de signaux, mais pour les sourds, si jamais on a une bonne oreille, peut-être qu'avec... On peut aussi aller de l'autre côté, développer de plus en plus petit, pour avoir des capteurs qui vont être miniaturisés et qui vont pouvoir être implantés même dans des endroits particuliers pour suivre vraiment en local ce qui est en train de se passer.
Alors, le système, tout à l'heure on a dit, hein, ça bouge. Ça bouge, mais ça dépend du repère, finalement, ça dépend de votre œil. Qu'est-ce qu'il bouge ou qu'est-ce qui ne bouge pas? Est-ce que l'eau à l'intérieur de ma bouteille, elle bouge? Ben oui, vous avez raison. Non, vous avez raison, ça dépend de quel mouvement on parle. Nous, on travaille sur le mouvement, finalement, des liquides, du cerveau, tout ce qui se passe autour depuis des années, en fait. Ça fait plus de 20 ans qu'on travaille là-dessus. Et tout ce qui sort aujourd'hui, finalement, c'est trivial pour nous. Ça, on le voit depuis 20 ans ici à Lyon. On n'y a pas cru, quoi. Souvent, parfois, c'est ça aussi. C'est oui, bon, ça sert à rien. Tu t'occupes d'un liquide à l'intérieur du cerveau, le sang, tout ça. Ok, les artères, c'est bien, les veines, on s'en fout. Ouais, mais voilà, les choses évoluent. Et puis, ce qui, hier, n'avait aucun intérêt souvent parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne le connaît pas, parce qu'on ne sait pas, et donc c'est plus pratique de, finalement, de passer à autre chose, et puis de se dire, oui, ça n'a pas d'intérêt, c'est plus simple pour évoluer. Donc là, aujourd'hui, c'est bon, on le sait, ça, que le cerveau, il bouge, il pulse à l'intérieur, donc il n'est pas statique. Donc ça aussi, c'est une information intéressante. On parlait de robotique tout à l'heure. On veut augmenter la précision du robot. Ben oui, mais si vous augmentez, vous arrivez plus finement que le mouvement. C'est-à-dire que vous êtes fin, mais la chose, elle bouge. Et ça bouge de l'ordre du millimètre. Avec le cycle cardiaque à chaque seconde et aussi avec la respiration. Donc ça, c'est aussi des choses à prendre en compte. Il y a eu une révolution dans ma thématique il y a quelques années. Cette révolution, voilà, ça fait partie toujours de ce liquide, de ce système, où on m'a dit quand j'ai commencé, c'est facile, le liquide du cerveau, il sort de là, il fait un tour, il tourne à droite, il remonte, il tourne à gauche, et puis il est résorbé là, c'est connu depuis des années, ne te casse pas la tête. On n'était quand même pas trop convaincus de ça. Eh bien, il y a d'autres qui n'étaient pas du tout convaincus, qui viennent de démontrer que même s'il n'y a pas de système lymphatique à l'intérieur de notre cerveau, eh bien le liquide, finalement, si on arrive à descendre à l'intérieur de la molécule, à ce niveau-là d'échelle, eh bien le liquide, il passe ici, ce que l'on voit entre le trait rouge, qui est une artère, une petite artériole et puis une petite veine, et puis les piastrocytaires, eh bien le liquide va se faufiler dans ces espaces périvasculaires, et c'est finalement la machine à laver de votre cerveau, qui va évacuer toutes les toxines. Et donc, ils viennent de créer un nouveau mot, si vous tapez sur Google, G lymphatique, et bien le G glial et le lymphatique que vous connaissez, il n'y a pas de lymphatique dans le cerveau, non, mais il y a du glial lymphatique qui fabrique le G lymphatique, qui permet aujourd'hui d'observer, alors là c'est des modèles animaux, hein, ils font des modèles numériques aussi, mais avec le modèle animal, on injecte à l'intérieur du petit cerveau, vous voyez à droite, de souris, et puis avec l'IRM, encore une fois, des petites IRM bien précises, eh bien on va avoir le produit injecté qui, hop, qui vient, pénètre, et ça c'est vraiment des informations nouvelles que nous apporte la technique. Donc oui, il n'y a pas de lymphatique, mais oui, il y a une utilité à ce lymphatique. Alors, il y a certaines personnes, là je suis sûr, en fin de journée, eh bien ils sont en train de le laver leur cerveau un peu mieux parce qu'ils se sont fatigués certainement pendant la journée. Eh bien oui, parce qu'ils ont montré que ce système de lavage dans le cerveau, c'était principalement lors du sommeil que se faisait ce nettoyage là, du liquide en vert que l'on voit là, ou en rouge. Eh bien en rouge, on voit que c'est beaucoup plus intense lors du sommeil que lorsque ça c'est encore sur l'animal aujourd'hui, mais vous avez vu à quelle vitesse ça augmente, et bien ça ce sera demain chez nous. J'étais étonné dans toutes ces présentations. Alors on a parlé de plein de choses. On ne parle pas de la gravité. On n'a pas parlé de la gravité. Et même, finalement, moi je vois, ma peau, elle gravite de moins en moins, enfin, on va pas dire ça comme ça, elle est de plus en plus soumise à la gravité, ou de moins en moins tenue par le muscle. Et ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant. C'est quand les gens vont sur la Lune, justement, ils ont la tête qui gonfle. Ils ont la tête qui gonfle, ils n'ont pas que la tête qui gonfle.
il se passe tout un mécanisme à l'intérieur de notre système qui crée une perturbation de ces écoulements qui sont sans cesse en train de rentrer, sortir de la boîte crânienne, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, et puis on ne connaît pas encore vraiment trop bien ça. On l'étudie parce que ça pose des soucis pour nos astronautes qui reviennent et qui ont des gros soucis oculaires au bout de quelques années. Tous là, il se passe quelque chose dans notre physiologie. Ben forcément, l'homme, il a mis des millions d'années à arriver là où il est sur Terre. Et puis là, en quelque temps, paf, on lui retire la gravité. Et c'est quand même un truc fondamental, la gravité, qui régit. Alors je ne sais pas, au niveau microscopique, si ça régit autant que ça le système physiologique des molécules et tout ça. Mais quand même, il ne faudrait peut-être pas oublier de l'ajouter dans les modèles, la gravité. Alors nous, on s'intéresse au système veineux. Vous voyez, ça c'est un système veineux allongé. Finalement, toute l'anatomie, elle a été faite allongée depuis Léonard de Vinci qui découpait ses cadavres sur les tables, les faisait allonger. Quand, il y a très longtemps, enfin une dizaine d'années, on m'avait demandé mon avis, quand même, pour l'achat d'une nouvelle IRM. J'avais dit, moi je voudrais bien l'IRM debout, pour revisiter l'anatomie. Je suis persuadé que l'anatomie sera revisitée quand on aura l'information de tout ce qui se passe quand on est soumis à la gravité. Et le premier exemple, c'est le système veineux, qui est extraordinaire. Il n'y a pas de muscle, rien du tout, enfin, ça rien, pas très peu. Et ce système est complètement bouleversé de manière énorme lorsque la personne est allongée ou debout. Et c'est l'origine, je pense, on va trouver ça bientôt, j'en suis persuadé, l'origine de certaines pathologies. Les chirurgiens, moi ceux que je connais, ils n'aiment pas toucher à ça, ils n'aiment pas. Ils préfèrent les artères, c'est dur, c'est rigide, c'est costaud. Les veines, bon, ils me disent que c'est pas trop quoi faire. Donc en tout cas, vous voyez que sans électronique, sans senseur, eh bien là, on a une redistribution, on a un collabage. Là, quand vous êtes comme ça, si vous êtes pas trop mal foutu, normalement, vos jugulaires sont collabés, et c'est plutôt tous vos petits plexus veineux qui passent aussi par la face. Donc là, on met une communication vraiment entre le système cérébral et l'ensemble, et c'est pour ça que la tête vue dans sa globalité me semble pertinente. Donc nous, on écoute tout ça, on voit nos patients, nos témoins dans la machine, ils sont allongés, mais moi je voudrais bien les voir debout, bon sang. On ne peut pas la prendre cette IRM, on ne peut pas, une vieille, même une petite vieille que l'on va jeter, on ne peut pas la racheter à pas cher, et puis la mettre de bien. Techniquement, je ne vois pas pourquoi c'est pas possible. Et puis finalement, bon, ben, en regardant sur Internet, vous voyez, ça se fait déjà. Depuis pas longtemps, ils ont descendu en champ magnétique, et puis on a une IRM, ben voilà, on la met comme on veut, et on peut ainsi étudier l'effet de la gravité sur l'ensemble de nos sujets. Alors ça, j'ai mis cette image-là parce que, bon, c'est personnel, je peux partager. Quand j'étais petit garçon, ma maman, le samedi, faisait sa mise en pli, et puis elle avait un séchoir sur la tête. C'est une image qui me reste orange, le truc bien des années 60. Et bien là, c'est pareil. L'imagerie avance, elle se miniaturise, on écoute de mieux en mieux, et puis voilà, on va venir faire des imageries dédiées, encore une fois, avec l'antenne qui va bien, avec le système qui va bien, et on arrive au lit du patient. Aujourd'hui, on est capable de faire, certes, elle est aussi moche que celle que je vous ai montrée tout au début, que la première image de l'IRM, mais dans 10 ans, peut-être dans 5, on aura quelque chose qui sera vraiment très très intéressant, je pense. Donc là, bah, bon, j'arrive un peu à la fin, je n'ai pas regardé le temps, mais c'est aussi ça, hein, quand on nous demande d'imaginer, après il ne faut pas... Tant pis, hein, faut pas... on fait ce qu'on peut, quoi. On fait ce qu'on peut, on essaie d'être lancé. Alors, on va marier, tout à l'heure vous avez vu, hein, on marie 3 imageries différentes, et puis le nerf facial qu'on avait du mal à voir, là on le voit, on le segmente, partie droite, partie gauche, partie centrale. On va marier nos techniques. L'imagerie, oui, toute seule, elle va évoluer encore plus vite si jamais on met un petit peu de simulation. On n'a pas besoin de... Mais qu'est-ce qu'on fait à acquérir des volumes gros comme ça,
pour à la fin regarder 10 pixels. Moi je regarde 10 pixels d'un petit aqueduc qui bouge et j'acquiers des volumes énormes. Est-ce qu'on ne peut pas marier la connaissance, l'intelligence artificielle? Oui, c'est un grand mot. En fait, pour moi, c'est une des grosses statistiques. Enfin bon, je vais me faire piquer, mais c'est un gros truc, et puis il apprend, et puis... Mais l'homme, c'est quand même lui, je pense, qui va réussir à venir apporter du savoir, de l'a priori, bon sang de bonsoir, de l'a priori. C'est ce que je demande aux gens qui travaillent avec moi. On va utiliser la puissance, mais ne l'utilisez pas bêtement. Une artère, si on connaît des choses dessus, la physique. Il y a eu notre président qui nous a fait un cours sur la physique. On est très évolué quand même, bien plus que les machines. Donc sélectionnons les bonnes formules, mettons-les dedans, prenons la bonne imagerie, et puis des ordinateurs intéressants, de l'imagerie dédiée aux patients. Eh bien, je pense qu'on arrivera à faire quelque chose de sympa avec tout ça. Alors on va voir ce qu'on veut voir. Ben oui, mais on veut voir quoi? Ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser. On peut faire plein de choses. Mais plus la question est précise, plus, je pense, la réponse sera adaptée à la question. Et puis, juste pour terminer, voilà, j'ai trouvé ça. Et perform a feedback style inside a real-time MRI. Here we go. Voilà, y a-t-il dans l'Assemblée quelqu'un qui souhaiterait délier sa langue et poser à l'orateur une question? Oui, allez-y. J'ai une question au sujet des systèmes veineux. Vous avez, c'est l'Union, on a beaucoup de choses sur ce système de fonctionnalité. Et moi, je suis investigateur, on a appris depuis 40 ans le plaque d'athérome. Je n'ai jamais compris pourquoi dans le réseau veineux, il n'y a pas de plaque d'athérome. Pourtant, le patient a les mêmes facteurs de risque, diabète, sucre, tabac, tout ce qui reste. À part d'autres phénomènes qu'on n'a jamais étudiés, c'est la pression et le taux d'oxygène, l'oxyde de carbone. Pourquoi les patients sont bourrés de plaques d'athérome dans les réseaux artériels et pas le système veineux? Donc, je rejoins votre idée, c'est un système ignoré. Par la médecine en quelque sorte. Alors, la plaque d'athérome, je ne connais pas bien son fonctionnement. La biologie, finalement, je ne connais pas bien non plus. Nous, ce que l'on regarde, c'est l'écoulement. Alors, la notion de pression, je pense que vous avez souligné ça. On est dans des régimes de pression, mais complètement différents. On est dans un régime de pression vraiment limite à la pression atmosphérique qui s'adapte en fonction de la position, bien plus que le système artériel qui, lui, est à un niveau 10 fois supérieur à la pression veineuse. Et je pense que, alors, la piste que j'aurais, mais en néophyte hein, de ce domaine, pour moi, est peut-être les concentrations. Ce qu'on sait, c'est qu'en imagerie, en tout cas, le sang artériel et le sang veineux n'ont pas la même intensité, ne sont pas composés des mêmes choses. Et
Ouais, je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider là sur la... Je pense que, oui, Marie-Antoinette est là, donc elle intervient tout à l'heure, enfin, sauf si vous voulez intervenir tout de suite. Oui, alors la biologie de la plaque d'athérome, elle est essentiellement dans l'artère et c'est lié à une coopération cellulaire de dépôt lipidique et tout un métabolisme intraplaque qu'on ne peut pas retrouver dans la veine parce que la paroi veineuse elle est complètement différente, donc il ne peut pas y avoir d'athérome dans la veine. Par contre, ce que l'on peut voir, c'est des modifications dans les veines qui sont intériorisées, comme par exemple dans les fistules d'hémodialyse. On peut voir certains aspects qu'on retrouve chez les artères, comme les calcifications qui peuvent apparaître, mais qui sont issues d'un autre mécanisme. Voilà, bon, question, effectivement, dans le cadre avec toutes ces différences, là c'est effectivement le spécialiste de l'IRM par rapport au système veineux. Je pense que votre réflexion était... Vous avez un petit peu de propos là. Vraiment. Oui. Je reviens un petit peu juste aux dernières images qu'on a pu voir, parce que vous avez travaillé dans un travail qui peut-être n'a pas abouti complètement avec l'équipe de la Salpêtrière sur l'IRM de la langue dans les différents mouvements. Moi, j'étais bien sûr extrêmement sensible à la mobilité de la langue, ce qui va peut-être aussi nous interroger sur la dynamique de la musculature linguale et de voilà, comment cette condition, parce que là on voit quand même des choses là, mais j'étais aussi très très intéressé par la dynamique du poil du palais qui part en même temps, n'est-ce pas, dans une coordination de mouvements et qui rejoint bien sûr d'autres préoccupations que nous avons dans nos travaux de recherche. Alors l'IRM dynamique, c'est pour... c'est dans notre machine. C'est dans notre machine. Voilà. Bon, donc c'est absolument remarquable. Je veux dire que sur le plan de l'analyse, enfin moi je retiens de cette image, je veux dire toujours pareil, de cette image, les analyses que l'on pourra faire, notamment chez les enfants porteurs de fentes, toutes ces quelques fentes, puisqu'on a travaillé sur la fuite du souffle, si vous voulez, mais sur la dynamique vraie du poil du palais, je crois que là on a un instrument qui m'apparaît au moins dans ces coupes sagittales comme un instrument extrêmement précieux, inconnaissablement. D'autres remarques, d'autres questions? Ah, Madame Loiseau. Merci pour ta présentation. Moi, c'était juste un commentaire que je partage sur le système musculo-squelettique. Je travaille beaucoup sur, je dirais, la gravité, la colonne vertébrale. J'ai eu toujours ces problèmes-là, donc à chaque fois, on a quand même réussi à chaque fois, dans les projets que l'on a, absolument avoir des images, justement en position debout, parce que donc ça existe des IRM debout, mais il faut avoir de la chance de les avoir. Et en fait, de ma compréhension, les constructeurs, en fait, ils disent que quand on met des gens debout, ils bougent, donc ça pose un problème de mouvement pour eux. Non, mais nous, c'est pour la colonne vertébrale, nous, c'était ça, la colonne vertébrale, t'imagines. Coucher debout, ça n'a rien à voir, c'est pas grave. Et donc c'est vrai que c'était à chaque fois, on les embêtait, parce que nous, le système articulaire est toujours en debout, et à chaque fois, ça modifie. On n'observe pas ce qu'on veut. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de partagé, mais par contre, je me dis que pour la circulation, ça doit être pire. Ah oui, parce que là, c'est systémique. Alors que nous, bon, allez, on peut simuler de la dynamique, on peut s'amuser à simuler, mais on fera toujours la gravité, on peut toujours imaginer, le simuler. Voilà, c'était juste un commentaire. C'est un point qui peut être amené, c'est pas facile. Dans la qualité, c'est pas facile. Il y a plein de problématiques d'installation. Alors pour la colonne vertébrale, moi je ne sais pas si... Je pense qu'il y a... Alors voilà. Non, mais pas partout, mais ça existe, il y a des systèmes directs, c'est des open. Alors pour nous qui ne regardons pas la colonne vertébrale, pour le système crânio-spinal, assis, ça ne bouge pas. De toute façon, tout bouge. C'est aussi un peu l'idée. Plus on descend en résolution, plus on monte plutôt en résolution spatiale, plus on arrive, d'après moi, à la limite. Et c'était un petit peu la discussion qu'on avait eue aussi sur le magnétosome avec l'équipe de Stéphanie. C'est oui, l'imagerie in vitro va pouvoir aller chercher 100 microns. On va pouvoir descendre à 50 microns de résolution spatiale. Mais
faire une imagerie d'un fil dans un tube, dans du gel qu'on a fixé, on va pouvoir le faire. Mais aller le faire sur la face, il y a des petits mouvements artériels. J'ai pas eu le temps de tout vous montrer, mais si l'imagerie de temps réel aussi, voilà, il y a le 4D qui se développe énormément. Nous, on n'a pas suivi cette imagerie-là dans nos recherches personnelles, car déjà tout le monde fait ça. Et puis après, ils font ça pour revenir finalement à du 2D. On est parti sur une autre voie c'est pour ça que la dernière image, ça finalement on le fait depuis plusieurs années. Enfin, non, je ne le fais pas parce qu'il n'y avait pas de demande, je ne pensais même pas que ça vous intéressait comme ça. Mais oui, on le fait, on va chercher le temps réel, parce qu'aller regarder en continu les flux qui interagissent de l'ordre de la 50 millisecondes, on arrive aujourd'hui à faire des images à 50 millisecondes, quantifier le flux artériaux, veineux, des liquides, des mouvements à 50 millisecondes pendant 2-3 minutes, eh bien on ouvre d'autres portes, quoi, mais chaque fois qu'on ouvre une porte, on s'aperçoit qu'il y en a 10 derrière. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce monde merveilleux.